Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books & Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture de mes premières lectures du mois de mai. Il y en a eu déjà pas mal alors qu'on est à peine le 12 et ça me fait énormément plaisir de pouvoir lire autant. On ne va pas traîner, c'est parti! Mon dernier update lecture date du mois d'avril et je vous avais dit on se retrouve en fin avril pour mes lectures d'avril, sauf qu'au final je n'ai lu qu'un seul livre après avoir tourné cet update. Il y a eu ma période de partiel, le plus gros de ma période de partiel qui est arrivé et ça s'est terminé aux alentours du 7 mai, donc il y a quelques jours, la semaine dernière. Et j'ai enfin pu me reconcentrer sur mes lectures perso. J'ai été très stressée, j'avais pas spécialement envie de tourner de vidéo, j'avais pas vraiment la tête à ça, mais c'est reparti et j'espère pouvoir vous offrir davantage de contenu maintenant que la période va être beaucoup plus calme étant donné que les cours à la fac c'est terminé. Même si j'ai pu lire pas mal, malheureusement les lectures que j'ai fait au mois de mai sont pas... Il n'y a aucun coup de cœur et il n'y a aucune excellente lecture réellement. C'est des lectures où j'ai toujours... j'ai pas la petite étincelle qui fait que ce sont des lectures favorites, mais il y a quand même 2-3 livres qui étaient bien sympathiques. Ce que je viens de vous dire concerne surtout le mois de mai. En avril, j'ai lu un dernier livre que j'ai vraiment aimé. Et il s'agit de Silence Radio d'Alice Oseman, publié chez Nathan, ici dans l'édition collector reliée, je sais pas si elle est encore disponible. Il s'agit d'un livre young adulte où on va suivre Frances, une jeune fille un petit peu solitaire, un petit peu à l'écart des autres, qui est fan d'un podcast qui s'appelle University et qui est mené par l'artiste, le mystérieux artiste Silence Radio. Frances, elle est vraiment fan, elle suit ça avec beaucoup d'assiduité et un jour elle va rencontrer Aled, un jeune homme qu'elle connaît de loin et ils vont apprendre à se connaître. Et je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est vraiment une histoire dont je ne savais rien et que j'ai adoré découvrir. J'aime beaucoup ce côté fan de podcast, partage de choses qu'on est un petit groupe à aimer ou un plus gros groupe, mais vraiment ce côté communauté. Et j'ai également aimé tous les sujets qui sont abordés dans ce livre. Ça parle d'amitié à un point inimaginable. C'est vraiment une belle histoire d'amitié avant tout. On aborde également les différentes sexualités, la diversité de manière générale, sans trop en faire. C'est vraiment, c'est glissé très naturellement dans l'ouvrage. C'était vraiment chouette. Et j'ai également énormément aimé les questionnements autour de l'avenir, de l'université, de ce qu'on peut faire après le lycée. Est-ce qu'on doit faire des études? Est-ce qu'on ne doit pas faire des études? Qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce que les autres veulent pour nous? Et il y a vraiment tout un questionnement autour de ça que j'ai trouvé assez réaliste, assez juste et assez touchant. Je fais partie de ces personnes qui voyagent beaucoup entre les différentes filières universitaires et qui ne savent pas trop quoi faire. Et ça m'a un peu parlé et je trouve que c'est vraiment très chouette de retrouver ça dans un roman young adulte. Je le conseille énormément parce que c'est bien écrit, c'est simple à lire. Je l'ai dévoré en 2 jours. C'est très juste, c'est très bien fait et je me suis beaucoup attachée au personnage et je me suis beaucoup identifiée. Donc ouais, c'était vraiment une très belle lecture. Dès les premiers jours de mai, j'ai essayé de me concentrer sur ma pile à lire du printemps parce que je n'avais pas vraiment avancé dedans jusqu'à maintenant. Et j'ai donc lu le tome 11 de Journal d'une princesse, enfin Journal de Mia, princesse malgré elle. C'est le tome 11, Le mariage d'une princesse. C'est des livres qui ont été beaucoup réédités et qui ont changé de titre, donc c'est pour ça que je dis Journal d'une princesse. C'est comme ça que je les ai découverts. Ici, on va suivre Mia. Alors dans le tome 1, elle découvre qu'elle est la princesse d'un tout petit pays européen. Elle vit à New York, aux États-Unis. Et elle va être un peu prise dans tout ça sans trop comprendre. Elle est lycéenne à ce moment-là. Ici, on va la retrouver bien plus tard. C'est une femme, c'est une adulte et elle s'apprête à se marier. Je ne vais pas trop vous en dire, mais c'est dans le titre. Et on va suivre un petit peu ça. Et 2-3 petites choses qui vont se rajouter. Ces histoires de famille, ces histoires avec ses amis. C'était sympathique. Mais je pense que j'ai eu l'impression de prendre un coup de vieux en lisant ce livre, où je me suis dit ce que j'appréciais dans Journal d'une princesse avant, aujourd'hui a quand même tendance un peu à m'agacer. Mia, elle se plaint énormément
alors que bon, elle a pas une vie difficile, compliquée. Enfin, c'est très compliqué d'être célèbre et d'être suivie par les paparazzis et tout ça, je n'en doute pas. Mais c'est vrai qu'elle se plaint beaucoup, et d'ailleurs on lui fait la réflexion dans le livre en lui disant tu te plains beaucoup de tes chaussures en diamant, et je trouve que c'est assez bien mené. Et elle a tendance à être encore très très immature en fait. C'est un livre qui se veut pour les jeunes filles qui ont grandi avec Journal d'une princesse et qui sont maintenant adultes. Cependant, on reste vraiment sur du young adulte avec des personnages de 25 ans. En gros, c'était amusant par moments, c'était divertissant. J'ai quand même tendance à penser qu'il y a certaines scènes qui sont un peu limites, un peu politiquement incorrectes, je dirais. Enfin, je sais pas trop. J'ai eu l'impression que c'était un peu déplacé par moments. C'était une chouette lecture divertissante, mais je ne peux pas vous le recommander comme ça. Lisez peut-être Journal d'une princesse, le tome 1, et voyez ce que ça peut vous apporter. Mais celui-là, bon, il n'apporte rien. J'aurais pu me laisser... rester sur le souvenir que j'avais du tome 10. Et je ne pense pas les relire parce que je crois vraiment que ça serait gâcher le souvenir que j'ai de cette saga. Après, ça avait ce petit côté Madeleine de Proust, nostalgie, qui était le bienvenu. Ça s'est lu très vite, mais ouais, c'était pas la lecture du siècle. On va maintenant parler de fantasy, et pourtant je n'en ai pas beaucoup lu jusqu'à maintenant. Je me suis surtout concentrée sur du contemporain, mais j'ai lu Chaos and Flame de Tessa Gratton et Justina Ireland, publié chez Big Bang dans cette édition que je trouvais absolument magnifique. Voilà. Et ici on va suivre, donc c'est un roman de fantasy young adulte, c'est publié chez Big Bang, donc c'est la collection young adulte de chez Brajlon. Ici on va suivre trois personnages principalement, Caspian et Talon, qui sont deux frères, qui sont les héritiers de la couronne du pays dans lequel ils vivent, qui est en guerre permanente avec d'autres maisons dominantes dans le pays, même si ils ont à peu près tout le pouvoir quand même. Caspian est un peu particulier, il a quelques dons, notamment un don de prémonition, on le sait dès le départ, qui va se révéler par la peinture, et il va peindre toujours la même personne, une jeune femme, et on ne sait pas qui c'est. Talon, il est le prince guerrier, donc il s'occupe principalement des armées, des attaques, il est sur le terrain. Et on va suivre Darling, une jeune femme qui a été recueillie par une maison adverse des deux princes, et qui va se retrouver à se battre contre eux, puis emporter dans des jeux politiques avec eux, des complots, plein de jeux politiques assez stressants pour elle, parce qu'elle ne vient pas du tout de ce milieu-là, elle est plus une combattante, et elle va quand même essayer de naviguer dans toutes ces intrigues. On comprend très vite que c'est la jeune fille, évidemment, que peint le prince. Et dans cet univers, on a de la magie, des dons qui se révèlent plus ou moins chez chacun. Et on va découvrir un petit peu avec eux le pays dans lequel ils vivent, comment la magie se manifeste, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, pourquoi les deux maisons sont en guerre, enfin les maisons sont en guerre. Bref, il se passe beaucoup de choses dans ce livre, et en même temps, pas grand chose, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup d'informations, mais c'est pas hyper développé. On a une mythologie qui se met en place petit à petit, ça se lit très très vite, très très bien. On est bien pris dans l'intrigue, mais je trouve que ça manque encore un peu de développement. La romance, il y a une petite romance, je ne vous dirai pas avec qui, comme ça vous laisse un peu de surprise. J'y ai cru vraiment qu'à la fin. Au milieu, je me disais bon, ok, j'avais pas besoin de cette romance-là ici, mais bon. Et la fin, par contre, laisse présager une suite beaucoup plus développée. Je ne sais pas ce que font mes voisins, mais ça fait un boucan. La fin laisse présager quelque chose de beaucoup plus construit, de beaucoup plus intriguant pour la suite. Donc j'hésite à lire cette suite, qui n'est pas encore parue. Je crois qu'elle est parue en anglais, mais elle n'a pas encore été traduite. Je ne sais même pas si elle sera traduite. Donc j'attends un peu. C'était intriguant, c'était assez amusant à lire. Enfin, amusant. Distrayant. Mais c'était pas... il me manque un truc. Je saurais pas vous dire quoi. Peut-être plus de développement des personnages et des relations.
et de l'univers, ou plus de développement en général en fait, c'est ce qui a manqué un peu à ce livre. Donc voilà, j'aimerais quand même lire la suite pour voir si ça peut évoluer vers quelque chose d'assez intéressant, sachant qu'à la fin il y a quand même un petit événement qui pose des questions. J'ai également lu le premier tome de la trilogie de Hurle de Diana Wynne Jones. Celui-là, c'est Le Château de Hurle. C'est publié chez Inis et c'est le livre qui a inspiré la célèbre adaptation de Ghibli, Le Château ambulant, qui est vraiment le Ghibli que je préfère, je pense. Et j'avais très peur de lire ce roman parce que j'avais peur de faire des comparaisons malvenues. Mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu Le Château ambulant que j'ai réussi à me laisser emporter et à redécouvrir l'histoire sous sa forme originale. Ici on va suivre Sophie qui est l'aînée de trois sœurs d'une petite famille et elle travaille dans une chapellerie, elle s'ennuie énormément dans son quotidien et un jour elle va croiser la route de la mauvaise personne, d'une sorcière et elle va être maudite. Sophie va devenir très âgée d'un coup. Et elle va décider de partir parce que personne ne va la reconnaître et ça l'inquiète un peu. Et elle décide de partir et au même moment, un peu autour de son village, il y a un château qui se déplace. C'est le château du magicien Hurle qui a beaucoup de rumeurs qui traînent sur son dos, concrètement. Et on dit qu'il s'attaque aux jeunes femmes. Et Sophie, elle se dit, maintenant que je suis vieille, il ne m'attaquera pas. Donc elle va aller dans ce château et il va se passer plein de choses. Et on va découvrir des personnages tous plus amusants les uns que les autres. C'est une histoire que j'ai vraiment aimée. Ça n'a pas la même saveur que le film d'animation. Ça n'a pas la même magie. Peut-être que si j'avais lu le livre avant, j'aurais plus apprécié. J'ai quand même adoré retrouver les personnages dont Sophie et Calcifer, le démon du feu, qui est mon personnage préféré, que ce soit dans le livre ou dans le film. C'est vraiment une histoire qui est pleine de magie, qui est assez jeunesse, qui fait pas, il n'y a pas de scène. Il me semblait que le dessin animé m'avait fait un peu peur à certains moments, mais ici j'ai pas eu de grosses craintes. Il y a 2-3 combats, mais on voit pas grand chose de ces combats. C'est surtout sur comment Sophie va se faire accepter par les habitants du château, et j'ai trouvé que c'était quand même très mignon, très féerique, ce côté un petit peu onirique parce que c'est un château magique et qu'il s'y passe des choses un peu bizarres, et c'est une histoire que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Par contre j'ai très peur de lire la suite. Voilà, j'ai le château dans les nuages, le château des nuages, le tome 2 et vraiment j'ai un peu peur parce qu'on quitte nos personnages, les personnages du tome 1 et que je n'ai jamais entendu de retour sur celui-là. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me dire parce que ça m'inquiète un peu. Et ouais, je sais pas à quoi m'attendre. J'ai ensuite lu La tombe des Lucioles de Nosaka Akiyuki, qui est publié ici chez Pic et Poche. Il s'agit en réalité de 2 nouvelles. Voilà, je ne le savais pas. Mais jusqu'ici, c'est La tombe des Lucioles et ici, c'est Les algues d'Amérique. Donc c'est vraiment... Le titre ne laisse pas penser, et même derrière, ce n'est pas noté qu'il y a 2 nouvelles dans ce petit livre. La première nouvelle qui parle de la guerre en 1945 au Japon et aborde surtout le sujet des enfants, des orphelins de guerre et de ce qu'ils doivent faire pour survivre avec les bombardements et autres. C'était assez déroutant, c'est vraiment une plume qui est très particulière, qui est très graphique, qui prend vraiment pas de pincettes et ça raconte comme ça s'est passé. Et avec tout ce que ça implique, donc la saleté, les parasites, toutes ces choses auxquelles les enfants ont fait face pendant la guerre parce qu'ils n'avaient plus de logement, ils n'avaient plus d'endroit où se laver. Ça parle énormément de la faim parce que la plupart des gens ont commencé à mourir de faim et que tout était rationné. C'est une nouvelle qui est vraiment très dure à lire dans un sens, mais la plume est tellement détachée que j'ai pas ressenti les émotions auxquelles je m'attendais, sachant que dès le début, la nouvelle commence par la fin un peu, donc on sait très bien où on va, et du coup c'est vrai que je n'ai pas eu les émotions que je pensais avoir, mais ça reste une nouvelle qui est assez difficile à lire. La deuxième est très différente, on va suivre un couple japonais qui va accueillir un couple américain bien après la guerre. Seulement le mari japonais est encore hanté par cette guerre parce qu'il a dû faire, parce qu'il s'est passé,
et le rapport avec les Américains est encore très particulier. Donc c'était un peu... J'ai un peu moins aimé, c'est toujours cette plume un peu détachée et en même temps très... qui dit des choses très graves et très réalistes. C'est assez perturbant à lire, franchement je ne saurais pas comment vous le vendre, comment vous dire, est-ce que je vous le recommande ou pas, mais ouais, c'était très particulier. Il y a des moments en italique et j'ai pas réussi à comprendre pourquoi. Voilà, si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me dire. Je sais que l'auteur a reçu un prix pour ces 2 nouvelles et je comprends pourquoi. Effectivement, elles sont très fortes, mais moi je suis restée un petit peu en surface, même si j'ai pas aimé, on va dire aimé, mais c'était très intéressant de découvrir le point de vue des Japonais parce que c'est pas un point de vue que je connais. Je vais regarder l'adaptation de La Tombe des Lucioles, donc le tombeau des Lucioles des studios Ghibli, mais j'ai très peur parce que je sais que le film par contre est très émouvant et très dur à lire et vu la nouvelle je n'imagine pas. Mais ouais, si ça vous intéresse, si vous aimez, si vous voulez découvrir un roman, enfin un petit recueil de textes assez fort sur le point de vue japonais pendant la guerre mondiale, allez-y, sachant que ça reste un livre à découvrir, je pense. C'est un peu fou comme avis, j'espère en tout cas que je ne vous refroidis pas, j'ai trouvé ça particulier mais plutôt intéressant. J'avais besoin de quelque chose d'un peu plus léger après ma lecture du Nosaka, donc j'ai lu No Sex Club de Betty Piccioli, je suis pas sûre de bien le prononcer, c'est publié chez Slalom et ici on est sur un récit adolescent qui se passe dans un lycée, oui dans un lycée. On va rencontrer Alan et Tilda qui sont meilleurs amis et qui se sentent un peu à l'écart parce qu'ils sont tous les deux encore vierges. Ils sont en première, il me semble. Et ils se mettent énormément de pression sur ce sujet-là et se disent qu'ils ne doivent plus être vierges à la fin de l'année. Alan est gay et Tilda est apparemment hétérosexuelle. Et tout va être un peu bousculé par l'arrivée d'Acerola qui s'affirme comme asexuel et aromantique. Et ils vont se retrouver par un concours de circonstances à mener un petit club pour essayer de casser un petit peu les préjugés et les attentes qu'on peut avoir de la sexualité à l'adolescence. C'est un livre qui est très intéressant parce qu'il aborde des sujets vraiment importants. On a la notion de consentement, on a les différents types de sexualité, on a toute la pression qu'on peut se mettre, est-ce qu'on est normaux parce qu'on a déjà fait quelque chose ou est-ce qu'on n'est pas normaux. Ça aborde vraiment énormément de sujets en très peu de pages et du coup ça sonne un petit peu comme le manuel de comment bien vivre sa sexualité au lycée et ça fait un peu page Wikipédia par moment, même si c'est assez sympa, je me suis laissée prendre au jeu, mais je trouve que ça manque un petit peu de réalisme et un petit peu de consistance pour être vraiment un livre très très chouette. Ça reste un livre qui apporte des sujets très importants et qui est à mettre entre les mains des adolescents. Après, je trouve que c'est pas assez développé, mais je ne suis pas le public cible, donc c'est peut-être normal. En tout cas, je le recommande aux plus jeunes, aux lycéens vraiment, voire fin de collège, je pense que c'est encore accessible. Et si jamais vous avez envie de découvrir un récit qui aborde la sexualité notamment, parce qu'il n'y en a pas encore beaucoup des livres comme ça, je vous le recommande, c'est assez sympa. Ça va pas rester dans ma mémoire très très longtemps. Encore un livre où j'ai un avis un tout petit peu mitigé, mais je l'ai fini hier, donc peut-être que mon avis va changer, je vous le donne un petit peu à chaud. Il s'agit d'Or et d'oreiller de Flore Vesco, c'est publié chez l'École des loisirs dans la collection Medium Plus. Ça s'adresse aux jeunes adultes, aux adolescents âgés. C'est un livre qui est assez particulier, c'est une réécriture de la princesse au petit pois, il me semble. J'ai perdu le nom du conte. Vous savez, cette princesse qui dort sur 10 matelas avec un petit pois en dessous du premier et qui se réveille et dit qu'elle a mal dormi parce que quelque chose la gênait et que effectivement pour être une princesse il faut avoir la peau fine et être un petit peu fragile. Voilà, en gros c'est un peu ce que le conte sous-entend. Ici c'est une réécriture bien particulière, bien différente de ce conte. Ici on va suivre Madame Watkins qui envoie ses 3 filles et leur femme de chambre dormir dans un château
où réside un homme qui a apparemment énormément d'argent et qui est célibataire. Le début fait très Orgueil et Préjugés, vraiment, j'ai trouvé que ça rappelait vraiment beaucoup le début d'Orgueil et Préjugés, et le jeune homme fait passer des tests à toutes ses prétendantes et on va apprendre quel test elles passent. Et je ne peux pas vraiment beaucoup vous en dire plus parce que c'est assez mystérieux, assez particulier. C'est selon moi une ode à la féminité, au féminisme, aux femmes, à la puissance des femmes, au plaisir féminin. Il y a vraiment des moments où on a une sensualité qui se dégage des pages qui est assez impressionnante. Et également un côté un peu particulier, un peu gênant, un peu glauque sur certains moments. Je veux vraiment pas trop vous en dire. On a une légère touche de magie, si ça peut vous aider à essayer de comprendre un peu ce que je veux dire. Et parfois cette magie fait un petit peu flipper. Mais c'est un récit qui est vraiment très, très engagé, je pense, qui est une très bonne réécriture de conte. Je suis restée un tout petit peu en surface parce que j'ai eu énormément de mal à m'attacher au personnage masculin. Le personnage féminin, ça va, mais le personnage masculin, j'ai eu beaucoup plus de mal. Ça va assez vite. Et j'aurais aimé que ça soit plus long en fait. J'aurais aimé que ça soit plus développé et qu'on comprenne mieux. Parce que finalement, entre le début du texte et la fin, on se dit ok. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, donc voilà, c'est un récit qui est très surprenant, que je recommande parce que c'est déroutant et que c'est très intéressant à relire en ayant en tête un petit peu le conte de base. Mais ça m'a laissé une drôle d'impression et je pense qu'il faut encore que je le digère et que mon avis sera plus construit plus tard. Même si maintenant, je vous fais mon avis maintenant, désolée. Mais c'est un livre que je recommande à découvrir, vous serez sans doute dérouté. Et enfin, un livre que je viens de terminer à l'instant, il s'agit de Better Than the Movies de Lynn Painter, c'est publié chez Comet, un nouveau label dédié à la littérature young adult. Ici, on est sur une petite romance lycéenne. On va rencontrer Lise qui est passionnée par tout ce qui est comédie romantique et tout ce qui entoure les comédies romantiques. Sa mère était scénariste de comédie romantique et elle est décédée, ce qui explique l'amour de Lise pour cet univers-là. Et quand elle voit son amour d'enfance revenir emménager par là, elle se dit « Ok, c'est logique, il revient ici, c'est qu'on va aller au bal de promo ensemble et qu'on va retomber amoureux. » Et voilà, elle s'imagine une comédie romantique dans sa tête, sauf que comment faire pour que ce jeune homme s'intéresse à elle, qui a bien changé. Et pour cela, elle va demander de l'aide à Wes, son voisin et pire ennemi. Et on sait très bien comment ça se termine. On sait ce qui va se passer dans ce livre, c'est le pitch de plein de comédies romantiques et de plein de romances. Mais comment vous expliquer? J'ai été happée. Je l'ai vraiment lu, je l'ai commencé hier soir et fini tout à l'heure. C'était un livre qui tombait parfaitement au bon moment. J'avais envie d'un truc léger, j'avais envie d'un truc rapide à lire. Et c'est mignon, c'est touchant, et en même temps ça aborde quand même des thématiques assez importantes parce qu'on a toute la notion du deuil, parce que Lise a perdu sa mère et que ça influence énormément son quotidien. On a aussi comment dire, ces sensations douces amères de fin de lycée parce que on sait que c'est le début de quelque chose d'autre, mais en même temps c'est la fin de toute une période. On a été à l'école pendant des années et on va quitter ce cocon. Surtout aux États-Unis, généralement ils partent très loin de chez eux s'ils arrivent à avoir une place en université. Ça aborde quand même donc des sujets importants, mais sous une belle couche de romantisme et de mignonnerie et de référence à tout un tas de comédies romantiques comme Pretty Woman, Quand Harry rencontre Sally, bref, toutes ces comédies romantiques assez célèbres que personnellement j'aime beaucoup, donc ça me va. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Je l'aurais encore plus aimé si je l'avais lu ado, je pense. Et je le recommande grandement. J'aime vraiment les romances adolescentes en fait parce que tous les trucs gênants et toutes les scènes explicites ne sont pas là. Et ça fait du bien. C'était très très chouette. Ça m'a fait le même effet qu'à tous les garçons que j'ai aimés. Et c'est vraiment le genre de livre que j'aime lire. Donc je vais suivre cette collection avec beaucoup d'intérêt. Et je vous le recommande grandement si vous aimez les romances adolescentes. Et que vous n'avez pas peur des clichés. Parce qu'il y en a quand même un peu.
Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez également me dire en commentaire si un de ces livres vous tente, si vous en avez lu certains ou vous ce que vous avez lu en ce début de mois de mai. Si vous êtes trop timide pour commenter, n'hésitez pas à laisser un cœur jaune. Voilà, pour un livre de romance jaune. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!